quelle que soit la décision, déjà c'est inédit, hein, puisque des juges vont finalement décider de l'identité du candidat d'un parti qui a de sérieuses chances, dans les Oui. sondages en tout cas, de remporter l'élection présidentielle. Ça veut dire que l'impact de leur décision cet après-midi, Arthur de Vatrigan, est colossal. Pas que, ça dépend pour qui. Ah bon? Quoi que décident les magistrats, ça ne changera pas grand-chose pour les électeurs du Rassemblement national. Pardon. Parce que justement, c'est ça qui est aussi intéressant. On a vu que Marine Le Pen a préparé l'après. C'est-à-dire que depuis quelque temps, elle a estimé que l'avenir d'un parti ne pouvait pas dépendre que d'un nom, que d'un visage ou que d'un seul destin. Ce qui est quand même assez rare en politique. Généralement, on essaie d'éliminer les potentiels successeurs. Ensuite, il y a quand même... je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer comment réagit d'autres politiques à la place de Marine Le Pen. Alors, miracle de la justice, Jean-Luc Mélenchon qui était poursuivi et la France Insoumise pour à peu près les mêmes faits, ont été finalement complètement blanchis. Il y a même eu un non-lieu un mois plus tôt. Mais imaginez juste comment aurait réagi Jean-Luc Mélenchon, sachant qu'on sait que la République c'est lui. Comment aurait réagi Laurent Wauquiez? On voit tous les pièges à ours qu'il pose et les balles dans le dos qu'il tire dans le dos de Bruno Retailleau parce qu'il n'a pas eu sa place. Je veux quand même souligner une certaine dignité de Marine Le Pen dans le comportement, c'est-à-dire que son cas personnel est moins important, en tout cas dans ce qu'elle propose, dans ce qu'elle déclare et dans les choix qu'elle fait, que l'avenir du parti. Et ça avait déjà été aperçu, on l'avait déjà aperçu en 2015 lorsqu'elle avait tué le père. Alors en politique, on tue souvent le père symboliquement, mais là c'était son vrai père, ce qui n'était pas évident. Et encore une fois, elle avait montré que l'avenir du parti était plus important que son cas personnel ou celui de son père. Donc c'est quand même... dans une période où le politique fait plutôt fuir, effraie et manque sérieusement de hauteur et de dignité, c'est quand même à souligner le comportement de Marine Le Pen, quoi qu'on pense d'elle, quoi qu'on pense de ses idées, quoi qu'on pense de son parti. Donc ça veut dire que, alors, si je reprends cette expression qui a déjà été utilisée à multiples reprises entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Regardez les sondages. Les sondages, que vous mettiez Jordan Bardella ou Marine Le Pen, les sondages sont toujours aussi hauts. Ils vont voter pour un Ils parti sont peut-être même politique. légèrement plus hauts pour Alors après, Jordan si vous rajoutez la Bardella. marge d'erreur, on ne sait jamais. Mais si le juge était vraiment de gauche, il aurait intérêt à laisser Marine Le Pen candidate. C'est Bardella un message au juge que vous... C'était Bah, une ça boutade n'existe au pas, juge. le juge de gauche, ça n'existe pas. Non, mais disons que le. Vous savez, je me souviens cette phrase de Aurore de Place Publique, la Luc, c'est ça, qui disait moi je voterai pour une chèvre plutôt que pour le Rassemblement national. Je crois qu'on peut l'inverser et alors je ne vais pas parler de chèvre, mais l'inverser pour l'électeur du Rassemblement national, il votera un peu pour quel que soit le cheval. Voilà, le cheval, quel qu'il soit. On Voilà. est passé de la chèvre au cheval. Mais... Et parce qu'aujourd'hui, il se dit, finalement, le Rassemblement national, ils n'ont pas été aux affaires, ils ne sont pas responsables de l'effondrement passé. Donc, peu importe, à la limite, le candidat. Bon, je schématise un petit peu, mais il y a de ça. Il y a un point qui n'est pas soulevé, c'est que c'est presque cette affaire aussi... j'en entends peu parler, étonnamment, une immixtion de l'Europe dans les affaires nationales. Parce que tout est parti quand même d'une dénonciation de Martin Schulz. Souvenez-vous. Et on sait que tout cela est un peu quand même assez opaque, parce que beaucoup d'autres partis... Alors je ne dis pas que c'était bien, je ne dis pas que c'était pas répréhensible, mais en tout cas c'était toléré. Et beaucoup d'autres partis auraient pu être dénoncés. C'est pour ça que je disais tout à l'heure... Il y a eu d'autres partis qui ont eu des problèmes. Curieusement, et ben voilà. Finalement, ça s'est bien terminé pour eux. Donc c'est vrai que c'est un peu comme si l'Europe avait eu raison de Marine Le Pen et du Rassemblement national, par voie de conséquence, qu'elle a toujours regardé, sinon avec détestation, au moins qu'avec circonspection. Mais c'est pas fini d'ailleurs. Il y a d'autres ennuis judiciaires qui visent le RN Bien et sûr. évidemment le Parlement européen, notamment Jordan Bardella. Georges Fenech. Il y a aussi un élément dont on parle peu, c'est la question qui me paraît essentielle. Quel est le rôle et la fonction d'un assistant parlementaire européen? Est-ce que c'est un fonctionnaire du Parlement européen, auquel cas, effectivement, il doit se retrouver au Parlement et travailler au Parlement? Ou est-ce que c'est un assistant qui accompagne, soutient et collabore avec son député européen, notamment en France, puisque un député européen français est élu d'une circonscription française, quand même, et qui contribue à la politique. Voyez-vous, c'est toute la question. Est-ce que le juge doit s'immiscer dans cette définition-là du travail, de ce qu'est un travail, de ce qu'est une fonction d'assistant parlementaire? Si vous estimez que l'assistant parlementaire, il est au service
du député. Moi, c'est ce que je pense. Moi, quand j'étais député français, j'avais un assistant qui m'accompagnait partout, qui m'accompagnait dans mes déplacements, même en dehors de la circonscription, parce que j'estimais important qu'il m'accompagne dans certains événements. On aurait pu me dire, mais attendez, il faut qu'il soit attaché à l'Assemblée nationale ou qu'il soit attaché à votre circonscription, voyez-vous. Donc, c'est toute cette définition-là qu'il faudra un jour ou l'autre clarifier pour éviter. Parce qu'il y a Mais aussi pour l'instant, le Parlement européen dit que les règles sont claires et que là, il y a eu faute. Non, ce n'est pas un fonctionnaire. Je suis désolé. L'assistant d'un député européen n'est pas un fonctionnaire du Parlement, voyez-vous. Donc c'est une interprétation qui est faite par le Parlement européen, qui s'est d'ailleurs constitué partie civile, mais qu'on peut contester, qu'on peut éventuellement contester. En tout cas, on le rappelle quand même que personne n'est au-dessus des lois et que voilà, s'il y a faute... C'est vrai que c'est le point de droit qui a été soulevé, évidemment. C'est le vrai sujet. Qu'est-ce qu'on fait quand on est assistant d'un député européen? On reste au Parlement ou on peut l'accompagner dans ses déplacements politiques? Et peut-être que ça amènera une clarification sur ce sujet et sur ce rôle. Oui, Gabriel Cluzel ? Oui, non, mais c'est vrai que tout d'un coup, on se demande quel est le cercle, le périmètre exactement dans lequel ces assistants peuvent intervenir. Et puis, si on va aller jusqu'au bout du bout. L'Europe, la France est contributeur net en Europe, donc ces assistants, ils sont aussi rémunérés par la France, d'une certaine façon. Donc, c'est pas complètement délirant qu'ils puissent aussi travailler pour des affaires françaises. Moi, je vois dire beaucoup, oui, il y a détournement de fonds. Alors, c'est vrai que c'est l'objet du... Voilà, c'est l'intitulé. C'est l'objet du procès. Mais détournement de fonds, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pris dans la caisse et qui a piqué dans la caisse et qui s'est barré aux Bahamas sur une plage avec des palmiers. Ce serait au bénéfice du parti. C'est pas enrichissement personnel, mais au bénéfice du parti. Exactement. Mais je trouve que de ce fait, il y a quand même dans l'opinion publique, une petite musique parce que détournement fond dans l'imaginaire collectif, c'est pas tout à fait ça. Même sans, je suis d'accord avec vous, Clélie, personne au-dessus des lois. Nous sommes d'accord. Et non, mais après, dans le dossier, il y a quand même des éléments. Dans le dossier, il y a eu, par exemple, le majordome de Jean-Marie Le Pen. Il a été financé. Ça, je veux dire, c'est acté. Il y a eu aussi des échanges de mails qui caractérisent, en tout cas, ce qu'a appelé l'accusation. Qui touchait Marine Le Pen précisément. Marine Le Pen, en fait, l'accusation, la théorie de l'accusation sur Marine Le Pen, c'est de dire qu'elle en est l'instigatrice. Alors, entre le premier procès et le deuxième procès, il y a eu, premier procès, la défense de Marine Le Pen, elle était assez rigide. Tout l'éco-prévenu était là pour la défendre. Voilà. Il y a eu une évolution au deuxième procès où il y a eu reconnaissance de certaines erreurs. Marine Le Pen elle-même, plus ou moins à l'audience, a reconnu des maladresses. Donc, et ça, d'ailleurs, ça se voit dans les réquisitions en appel qui ont été inférieures. Alors, elles restent encore très hautes, mais cette évolution-là, peut-être, la Cour, effectivement, y sera sensible et comprendra à la fois le sujet de droit qui est posé, mais aussi la forme de moralité autour de cette question qui est posée. Et Arthur de Vatrigan, vous me disiez, mais finalement, cette décision de justice, sont les politiques qui l'ont faite. Oui, parce que évidemment que le juge doit arbitrer le droit et pas arbitrer le suffrage, sinon l'équilibre des pouvoirs chez Montesquieu s'effondre. Et on voit qu'il y a une tentative de substituer l'état de droit à des démocraties électorales par des jurisprudences décidées par les juges eux-mêmes, mais il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Si on dit à juste titre qu'un juge ne peut pas décider qui concourt ou pas à une élection, c'est le politique qui a décidé que le juge pouvait décider qui concourt à une élection ou pas. Bah oui, mais je veux dire, la loi 5.1 de 2016, de mémoire, il y a 3 députés qui sont opposés à l'inéligibilité obligatoire de mémoire, en tout cas de fait. Et à cette époque, ils sont fait attaquer sévèrement, notamment par ce qu'on peut appeler le camp national en général, en disant oui, si vous votez contre, c'est que vraiment il y a des choses douteuses. On se rend compte que finalement la loi a des conséquences. Et je rappelle qu'en ce moment, vous savez, il y a la loi Berger, la loi d'Aurore Berger. Alors habillée avec des beaux principes, l'antisémitisme, le racisme, tout ça. Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Elle veut créer un délit d'incitation à la haine qui, si une personne est condamnée à ce délit, pourrait ne jamais se présenter. Et là, tout le monde dit oui, mais c'est très bien, on a raison. Sauf que ça serait bien, parce que l'incitation à la haine, dans les faits, c'est très bien. Mais la haine, aujourd'hui, étant assez large,
Et on peut rentrer ce qu'on veut dans la haine, et puis je fais confiance aux associations spécialisées pour faire rentrer tout ce qui les dérange, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de gauche. Et ça serait bien que les législateurs, en fait, aient une hauteur de vue qui dépasse un peu leur nombril. C'est-à-dire qu'ils voient que la loi a des conséquences, et des conséquences sur du long terme. Donc, cette décision de justice repose sur une loi qui a été votée par les législateurs à la très, très grande majorité, le Rassemblement national compris. Gabriel Cluzel. Oui, cela dit, il n'y a pas que le sujet de l'inéligibilité. On pourrait imaginer d'ailleurs que des juges, pour se dédouaner, pour dire attendez, c'est pas nous qui avons décidé, finalement fassent ce que vous avez dit, c'est-à-dire que 2 ans d'inéligibilité et ça rentre, au chausse-pied, mais ça rentre, elle peut se présenter, mais néanmoins la condamne de telle façon qu'elle serait obligée de porter Un bracelet, oui. un bracelet, et elle a elle-même fixé ses lignes rouges. Elle a dit ça, c'est hors de question. Donc, ils pourraient dire, les juges, ah bah écoutez, nous on l'a pas empêché de se présenter, on s'est contenté de la condamner avec un bracelet électronique, c'est elle qui a pas voulu le porter. Par contre, c'est quelle coquetterie. Donc, si vous voulez, pendant la campagne. Est-ce que là, le port du bracelet ne pourrait pas être aussi retardé? William Molinier, je parle sous votre contrôle. Le port, il est retardé, il n'est pas posé immédiatement. Ouais. Ça veut dire qu'il faut une étude de faisabilité. On va voir où elle serait contrainte de porter ce bracelet électronique. Mais ça s'appliquera assez rapidement. Ouais. Il y a encore un autre scénario Décidément. dans lequel, c'est-à-dire, imaginons que elle ne soit pas relaxée, mais qu'elle puisse se présenter et qu'en fait l'arrêt soit très très inférieur quand même à ce qui a été requis. Là, le parquet général pourrait faire un pourvoi en cassation, C'est pas suspensif. Hein. qui n'est pas suspensif, mais ce serait quand même un couperet au-dessus de la tête de Marine Le Pen, puisque la Cour de cassation se prononcerait fin décembre, début de l'année prochaine, vraiment à un moment quand même charnière dans le calendrier politique. Et là, évidemment, que ce serait un scénario en fait, dans lequel toute la pression serait mise sur le ministère public. Il aurait 10 jours pour faire appel, donc on serait fixé assez rapidement. Enfin, pour se pourvoir en cassation, pardon. Georges Fenech. Non, mais pour l'exécution du bracelet, de la peine du bracelet électronique, c'est suivi ensuite par un juge d'application des peines. Pour les modalités d'application, à quel endroit, le domicile, il fixe les horaires qu'il peut aménager pour les besoins éventuels d'une campagne. Il peut même fractionner, il peut même suspendre pendant un certain temps. Tout est possible au niveau de l'aménagement de la peine, voyez-vous ? Ça, c'est pas de la fiction. Non, mais Gabriel l'a dit. Marine Le Pen a fixé elle-même sa ligne rouge. Si elle a un bracelet électronique qui l'empêche de faire campagne, Ça on contraint comprend. quand même. Oui. Mais si, dans l'application de cette peine, on tombe sur un juge d'application des peines compréhensif, qui soit très objectif, il y a un intérêt supérieur pour la condamner, c'est de faire sa campagne. Est-ce qu'elle risque de s'enfuir? Non. Est-ce qu'on peut suspendre, fractionner, aménager? Oui. Non, mais on peut tout imaginer, vous voyez. Et il pourrait repousser, par exemple, et dire elle le portera qu'à partir du moment où elle sera élue, à la fin de la campagne ou pas. Si elle est élue, attendez. Elle est élue. Non, Je mais parce pense que qu'il j'imagine que ce serait quand même assez inédit si d'aventure elle est élue, avec les si et les mais, on met Paris en bouteille, hein, mais si d'aventure elle était élue, qu'elle se retrouve avec. Alors, si elle est élue, il se passerait à quoi? partir de là, joue un grand principe, c'est l'immunité présidentielle, et tout est suspendu pendant la durée du mandat. D'accord, donc ça repousserait à 5 ans plus tard. Voilà. Quand Jacques Chirac était poursuivi pour l'affaire des HLM de la ville de Paris, il y a eu une disjonction de la procédure. Juppé a été condamné et on a attendu la fin du mandat de Chirac pour qu'il puisse comparaître. Et d'ailleurs, puisque je parle de Juppé, je rappelle que Juppé avait été condamné à 10 ans d'inéligibilité en première instance. On appelle 1 an, et il me semble, réduit c'est à ça, 1 an, on appelle. Mais Donc, attendez, c'est une bombe. donc il peut tout arriver. On peut encore Non, espérer. mais moi je trouve que c'est une bombe ce que vient de dire Georges, parce que ça veut dire que c'est pas nécessairement cet après-midi, ce sera au moment où le juge d'application des peines sera passé. C'est le juge d'application des peines qui va décider des modalités d'exécution. Voilà. Ça dépend de la peine. Voilà. On sera quand même même largement fixé cet après-midi. Et ce soir d'ailleurs, puisque Marine Le Pen a dit qu'elle donnerait sa décision ce soir, si c'est elle ou lui, et lui justement, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, il s'est dit serein à la veille du jugement. C'était donc hier au Parlement européen.
serein et prêt à assumer les conséquences de ce qui sera demain la décision de la Cour d'appel. Quelle que soit cette décision, la campagne démarrera dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et nous serons prêts quoi qu'il arrive et nous espérons que l'innocence du Rassemblement national et de ses dirigeants sera reconnue par la Cour d'appel. Voilà, une décision inédite qui va intervenir cet après-midi concernant une élection présidentielle à venir. C'est William extrêmement Molinier. suivi. Hein, Bien sûr. On voit les confrères, il y a des confrères qui sont depuis 5 heures du matin devant le palais de justice sur l'île de la Cité parce qu'il y a à peu près 75 places de journalistes qui sont réservées. C'est extrêmement suivi. Il y a une centaine. Comment ça va se passer? Donc début de l'audience à 13h30. Début de l'audience à 13h30. On nous dit que Elle la arrivera lecture. jusque quelques minutes avant. Elle sera présente. Hein. Oui, a priori, oui. Lecture de l'arrêt qui doit durer au moins 2 heures. Ça peut être 3 heures, ça peut être 4 heures. On imagine que le quantum, s'il y a quantum, sera prononcé pour Marine Le Pen à la toute fin, tel que c'est fait à chaque fois dans ces affaires-là. Et après, réunion des cadres du RN dans le 16e. Et puis, vous l'avez dit, Marine Le Pen ce soir aux 20h.